Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Westrack Radio et dans votre émission Le Magal West. C'est l'édition de ce mercredi 30 avril 2025. Il est 17h et on est parti ensemble pour une heure d'infos, d'actualité et de musique. On commencera tout d'abord avec notre météo, avec ce beau soleil qui se poursuit sur la fin de journée. Votre agenda culturel, j'ai noté pour vous plusieurs événements à ne pas rater cette semaine sur Le Havre et l'agglomération havraise. Pour notre découverte Ferrarock du jour en ce mercredi, on découvrira Population 2 avec un nouvel album qui s'appelle Maintenant Jamais et surtout une possibilité de remporter le CD. On en parlera tout à l'heure. Un reportage avec Joanne qui nous parle de Tiffany Trabado-Maillet. Elle expose actuellement au Tetris, l'exposition Vivant jusqu'à la fin de la semaine. Et puis en ce beau mercredi, nous allons parler des sorties cinéma. Florence Pugh est à l'affiche du film Thunderbolts. On parlera aussi d'une pointe d'amour, Les Linceuls et puis une suite pour Enola Holmes, L'été où je suis devenue jolie et Once Upon a Time in Hollywood. On prendra aussi le temps de parler de la sortie du nouvel épisode de The Last of Us sans spoiler. Installez-vous tranquillement, sortez les pop-corns, on commence avec notre météo. La Normandie accueille actuellement un beau soleil et cela étonne beaucoup les Normands et notamment les Havrais, il faut le dire. Depuis hier, on profite d'un très beau soleil sur le Havre et dans l'agglomération havraise. Un soleil qui va se poursuivre jusqu'à ce samedi avec des températures plus de saison à partir de dimanche et il faudra ressortir les gilets à partir de mardi avec un retour des températures aux alentours des 13 degrés. Et ce soir, sur le Havre, le ciel va donc rester majoritairement ensoleillé avec des températures tournant aux alentours des 25 degrés. Demain, pour le jour férié, le jeudi 1er mai, attendez-vous aussi à une journée ensoleillée avec des températures grimpant jusqu'à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 6h30, il se couchera à 21h15. L'humidité relative de l'air sera d'environ 70%. Place maintenant aux actualités locales et nationales sur Westrack Radio. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités locales de ce mercredi 9 avril 2025. Le Carré des Docks lance sa première grande soirée électro. Avis aux amateurs de musique électronique, une soirée d'envergure se prépare en marge de la course transatlantique au Havre en octobre. La billetterie vient d'ouvrir avec un tarif préférentiel de prévente. Réservation sur doclehavre.com. Dans le pays de Caux, la guinguette La Gentilhommière rouvre ses portes pour une 3e saison. Installée sur les terres familiales à Fontaine-le-Dain, la guinguette La Gentilhommière rouvre ses portes pour une 3e saison le 8 mai prochain. Concerts, jeux de société, quelques nouveautés sont au rendez-vous. C'est le jour et la nuit, la maison Henri IV de Saint-Valery-en-Caux rouvre après travaux. Témoin précieux du passé de Saint-Valery-en-Caux, la maison Henri IV a fait peau neuve suite à d'importants travaux, les premiers depuis 30 ans. Les amateurs d'art peuvent dès à présent redécouvrir le lieu. Prix 5 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants. À Fécamp, de la Normandie au Maroc, 6 nouvelles puissantes d'Hanan Oulaïla. Dans son nouvel ouvrage Rouge Tangerine, Hanan Oulaïla tisse 6 récits marqués par la couleur du destin, entre drame, résilience et critique sociale de la Normandie au Maroc. Pour Hanan Oulaïla, Fécamp représente un lieu d'inspiration. Et enfin, Fécamp encore, un nouveau minibus pour les associations. Entreprises et commerçants partenaires financent depuis une semaine un nouveau minibus pour répondre aux besoins des associations locales grâce à l'achat d'espaces publicitaires sur le véhicule. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales sur Westrack.
Bonsoir à tous. Le secteur du prêt-à-porter en grande difficulté. Nouvel exemple avec l'enseigne Jennifer qui demande sa mise en liquidation judiciaire. L'entreprise déplore l'explosion des coûts, la baisse du pouvoir d'achat, les mutations du marché textile et une concurrence internationale toujours plus agressive. Jennifer, qui est en redressement judiciaire depuis près d'un an, emploie 1100 salariés et compte 220 magasins en France. Une bonne nouvelle pour les auto-entrepreneurs, l'abaissement du seuil d'exemption de la TVA restera finalement suspendu jusqu'au prochain budget. Le ministre de l'économie Éric Lombard concède que la réforme proposée ne fait pas l'unanimité. La mesure prévoit d'abaisser à 25 000 € de chiffre d'affaires annuel le seuil au-dessus duquel les micro-entreprises sont assujetties à la TVA. Le suspect du meurtre d'un fidèle dans une mosquée du Gard sera remis à la France mi-mai, c'est ce qu'indique son avocat. Le suspect, un homme de nationalité française issu d'une famille bosnienne, s'est rendu aux autorités italiennes après avoir pris la fuite. Il est inconnu des services de police et de justice. L'enquête autour de la disparition d'Agathe dans la Vienne. Les battues citoyennes sont désormais interdites dans le bois de la Brie suite à la disparition de la joggeuse à Vivonne il y a 3 semaines. Demande des gendarmes dans le cadre de l'enquête. La jeune femme de 28 ans est toujours introuvable. Selon le procureur de Poitiers, il n'y a aucun nouvel élément. Marine Le Pen et Jordan Bardella reçus par François Bayrou ce matin. Les cadres du Rassemblement national ont évoqué avec le Premier ministre la question de la proportionnelle pour les élections législatives. Une proportionnelle que le parti défend. François Bayrou poursuivra ses consultations demain avec les députés macronistes Gabriel Attal et Pierre Cazeneuve. Et puis la Tour Eiffel va bientôt pouvoir nous dévoiler entièrement son nouveau visage. La campagne de travaux du monument parisien qui a débuté en 2019 touche à sa fin, annonce aujourd'hui la société qui s'occupe du site. La Tour Eiffel qui a atteint un record historique de satisfaction client l'an passé. 96% des visiteurs interrogés se sont dit satisfaits. Le monument a aussi bénéficié de l'effet des Jeux Olympiques. Voilà pour l'info, passez une excellente fin d'après-midi. Suite aux informations locales, on se tourne vers notre agenda culturel. Ce soir, une soirée électro au Carré des Docks, une exposition et un festival. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Premier événement à noter, une soirée électro au Carré des Docks au Havre. C'est ce vendredi 2 mai à partir de 20h. Le tarif est fixé à 15 €. Vous réservez sur le site des Carrés des Docks. Une exposition à Montivilliers, Art et Mer. Ça se passe à la Galerie des Arts. C'est jusqu'au 5 mai, du 1er au 5 mai, de 10h à 18h sur les entrées d'ouverture. Et l'entrée est totalement libre. Enfin, à Gonfreville-Lorcher, le festival de théâtre amateur se déroule à la salle des fêtes du 3 au 4 mai prochain à partir de 14h. Le tarif est de 5 € par spectacle. Vous retrouvez sur le site de Gonfreville-Lorcher et de l'ECPC toutes les informations sur ce festival avec chaque production et leur date. On poursuit cette émission avec de la musique Population 2, une découverte Ferrarock. L'album s'appelle Maintenant ou Jamais. Il y a actuellement un concours sur le site de west-track.com pour tenter de remporter votre CD. Ça se passe donc sur notre site dans l'onglet Je concours. Rendez-vous sur notre Instagram et notre Facebook pour avoir toutes les informations. Alors avant de vous lancer dans ce concours, on va découvrir cet album. Et puis je vous le rappelle, aujourd'hui, on va pouvoir retrouver ensemble les sorties de la semaine au cinéma, 3 sorties à ne pas manquer, et puis ça bouge sur les plateformes de streaming, au niveau des séries, mais aussi des films, on va pouvoir en parler tout à l'heure, et puis on fera un petit détour aussi par la plateforme Prime Video pour parler de The Last of Us, une saison 2 qui cartonne. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Il y a des groupes qui ne cherchent pas à coller à l'air du temps, mais à l'arracher et à en extraire la pulpe. Population 2 fait partie de cela. Avec Maintenant Jamais, leur nouvel album sorti chez Bon Sound, le trio québécois embrasse la scène rock avec une intensité rare, une œuvre portée par Pierre-Luc Gratton, Tristan Lacombe et Sébastien Provençal, 3 musiciens qui manient les contrastes avec une virtuosité presque sauvage. Du 28 avril au 4 mai 2025, la Ferrarock vous plonge dans cet univers psychédélique funk, psychotique, à la fois libre et furieusement maîtrisé.
Maintenant jamais est un manifeste à la gloire de l'instinct. Le trio développe un rock psychédélique dense où chaque morceau semble naître dans l'instant tout en révélant un artisanat méticuleux. On y croise des envolées jazz, des grooves funk haletants, des guitares lourdes et des claviers flottants, le tout tenu d'une main ferme par la batterie incandescente et le chant fiévreux de Pierre-Luc Graton. Leur musique respire l'expérimentation, le refus du confort, et pourtant tout y est précis, puissant, palpitant. C'est un disque de contraste, à la fois cérébral et viscéral, brut et raffiné. C'est pas que mental est sauvé. Place où est-ce qu'il n'y a pas de porte pour cogner avant d'entrer. Les étoiles dans le ciel, c'est au bord. Toute la bande pis tout c'est au bord. Avec Maintenant jamais, Population 2 revendique une liberté sans filtre, loin des tendances. Hors format, le trio crée un territoire musical unique, habité et électrique. Une œuvre qui ne cherche pas à plaire, mais à marquer, et c'est précisément pour ça qu'on l'aime. La Ferrarock vous invite à découvrir cette claque sonore. Jusqu'au 4 mai prochain, Westrack Radio et la Ferrarock organisent actuellement un concours. Remportez votre CD de Population 2, Maintenant jamais, directement sur notre site dans l'onglet Jeux concours. C'est pas d'être ton sensible que c'est qui dynamise fait par son père. Je l'ai déjà vu avant.
Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Population 2 et leur album qui s'appelle Maintenant ou jamais. Vous pouvez tenter de remporter cet album tout au long de cette semaine durant la durée du partenariat qui se termine ce dimanche. On aura l'occasion de parler à nouveau de cet album vendredi, mais dès maintenant vous pouvez vous rendre sur le site de west-track.com dans l'onglet Jeux concours pour vous aussi tenter de remporter votre CD. Johan nous propose une découverte de l'exposition actuellement au Tetris. Tiffany Trabado-Maillet est son invitée. Elle expose des photographies, une exposition qui se nomme Vivant. Et juste après, on parlera ciné et série avec la sortie notamment d'un film avec Florence Pugh à l'affiche. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Joanne, je suis en service civique en médiation culturelle au Tetris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Tiffany Trabado-Maillet sur Westrack Radio. Salut Tiffany, merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Ça va, merci de m'accueillir. Avec plaisir. J'aimerais commencer par revenir sur ton exposition actuelle Vivant, visible du 5 avril au 3 mai. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste ton exposition ? Alors, il s'agit d'une exposition totalement prise en argentique. C'est des portraits de mes proches. On parle de liens, de mémoire. Du coup, je travaille pour ça sur l'altération argentique. Donc, en fait, c'est des photos que je prends, que je développe. Et en fait, c'est l'altération que je fais directement sur les négatifs en fonction des choses de mon quotidien qui sont liées aux proches que je photographie. Dans ton exposition, on retrouve beaucoup de portraits, donc comme tu l'as dit, portraits de proches. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de l'appeler Vivant ? Oui, absolument. C'est un projet assez personnel qui est né au moment où il y a une dizaine d'années à l'adolescence, j'ai perdu quelques proches et je me suis dit que il était hyper important d'en faire quelque chose. J'ai toujours pris des portraits au quotidien en fait de mes amis. Je voulais avoir quelque chose de plus profond qui matérialise vraiment le fait qu'on peut perdre aussi ces proches-là. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de ton projet en fait. Exactement. J'aimerais comprendre un peu mieux pourquoi tu as choisi de travailler avec des matériaux du quotidien comme l'eau de mer, le sel, le feu et l'alcool pour altérer tes pellicules. En fait, étant donné qu'on parle de liens, et justement des liens que j'avais avec mes proches, le but c'était vraiment de réfléchir à ce qui nous liait et comment la vie pouvait aussi altérer ces moments. En fait, la photographie, c'est déjà un moment qui n'existe plus. Et du coup, en plus, en fonction des contextes où j'ai pris ces personnes-là, je me disais que c'était cool du coup, de les altérer avec ces éléments-là. Dans ton travail, tu altères tes pellicules avant ou après leur développement. Pourquoi avoir choisi la pellicule argentique ? Parce que c'est magique. Il y a quelque chose d'hyper magique et d'hyper précieux dans la pellicule et dans l'argentique. Surtout maintenant où ça a un vrai budget en fait de travailler en argentique et du coup c'est vraiment quelque chose qu'on garde dans des pochettes, qu'on garde vraiment précieusement et du coup ça faisait vraiment un gros contraste entre cet objet hyper précieux et en même temps de directement l'altérer. Comme une photo numérique par exemple, elle n'existe plus une fois qu'elle est dans notre disque dur. On n'y revient pas souvent. Si on les tire pas, le but c'était d'avoir vraiment cet objet précieux et de matérialiser l'absence et la détérioration de l'objet brut. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne en fait l'argentique ? Alors, en gros, c'est vraiment un procédé chimique. La photographie, littéralement, c'est photographier avec la lumière qui s'imprime sur une surface chimique qu'on va développer pour qu'elle ne soit plus sensible à la lumière en fait. Tant que la pellicule telle qu'on l'a dans un appareil photo jetable ou dans un appareil photo argentique nécessite d'être développée pour devenir un négatif qu'on va pouvoir voir à la lumière. Et après, c'est encore un autre procédé pour en faire un tirage. Donc ça se fait en 2 temps déjà le développement. On a toujours tendance à croire dans les films qu'il y a un truc en lumière rouge et ça y est, on a un tirage directement sorti de l'appareil photo. C'est pas le cas, il y a 2 étapes et voilà. Tu mentionnes que tes photographies elles sont marquées par le hasard et la corrosion, notamment à cause de l'imprévisibilité de l'argentique. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'accepter l'incontrôlable ? Oui, complètement. Et c'était une vraie question aussi de me dire, je sais que je pourrais faire des choses cool aussi en les altérant exactement, par exemple sur les visages, parce que typiquement les altérations, elles arrivent souvent sur les visages, au niveau des yeux, etc. On me demande souvent si c'est fait exprès, et pas du tout. Et c'est ça qui est trop cool en fait. Par exemple avec l'eau de mer, hyper abrasif, donc en fait il y a vraiment un temps où il se passe rien, 2 heures après il y a juste plus rien sur le négatif, et c'est aussi jouer ça, c'est jouer la frustration, puis ce truc de dire que tu prends des photos de tes proches, donc en fait c'est quand même un objet précieux, oui. Et que à tout moment ça disparaît. C'est vraiment chercher le point de rupture, surtout avec du noir et blanc. L'altération, elle est un peu plus technique avec de la couleur, où la couleur, t'as vite des variations de couleurs. Juste ça va te faire des dégradés, des couleurs un peu étranges, etc. Et là, faut vraiment chercher le point de rupture au moment où la gélatine, en fait, va presque partir du négatif. Et du coup, si c'est raté et que c'est trop loin, c'est trop loin. Et du coup, j'ai plein de pellicules à moitié vierges maintenant, et ça fait aussi partie du truc. Comment t'as choisi d'altérer ta première pellicule ?
La toute première pellicule, c'est un des tests que j'ai fait il y a 10 ans avec mon amoureux de l'époque. Et c'était vraiment le truc test. Au début, je l'avais juste mis dans du sel en me disant que c'était forcément hyper abrasif. Mais je l'avais pas mis dans de l'eau avec. Et juste, je l'avais recouvert de gros sel. L'aspect, en tout cas, contrasté était complètement passé. C'était devenu assez plat. Mais ça donnait rien de dingue. Et j'ai fini par abandonner un peu le projet, abandonner le mec en question et mettre la pellicule au fond d'un sac. Et c'est au moment où ce projet-là il est revenu où je me suis dit mais il faut que je retrouve cette péloche. Et pour le coup, elle est hyper parlante parce que il y a plus de visage en fait. C'est la fameuse pellicule de 9 ans. Exactement. Ouais, elle est impressionnante celle-là. Et ouais, elle est trop chouette. Et en plus de ça, c'était hyper chouette de la mettre dans le projet parce que on parle aussi des liens et de la mémoire. Enfin, ça allait parfaitement. C'est juste, on voit son sweat, sa bout de cheveux. Et puis après, il y a plus du tout il y a plus rien, quoi. Dans ta pratique du portrait, tu cherches à les aider à renouer avec leur image et leur corps. Oui. Est-ce qu'il y a un message que tu essayes de passer à travers eux ? Dans le cadre de l'exposition, tu veux dire ? Oui. Pas tant. Je pense que c'est 2 projets vraiment à part, en fait. Enfin, dans tous les cas, moi, j'ai un lien hyper fort avec le portrait parce que je crois profondément que ça peut être une vraie thérapie pour, justement, reprendre confiance. Ouais, s'accepter. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai truc avec l'image, la confiance en soi, surtout à l'ère des réseaux sociaux où, du coup, on va être tout le temps avec des filtres, etc. Là, c'est vraiment, moi, j'adore prendre des personnes en lingerie, etc. juste pour être là. Dans ton simple appareil, tu es canon et oui, tu n'es pas photogénique parce qu'on ne l'est pas si on ne s'est pas posé. Tous et toutes. Donc ça, c'est hyper chouette, mais je pense que ce projet, il est vraiment à part. Il y a vraiment un lien avec le portrait qui, moi, me fascine, mais là, on n'est plus du tout dans la même approche, en fait. Et est-ce qu'il y a certains de tes proches, justement, qui ont eu des bons retours face à leur portrait, alors que de base, ils étaient peut-être un peu réticents ? Oui, en fait, c'est plus dans le côté fun que dans le produit fini, entre guillemets, dans le sens où, en fait, tout le monde était stressé à l'idée de se faire prendre en photo, mais il y avait quand même une partie hyper fun à dire que ce portrait-là, il va être altéré. Donc déjà, ça retire un peu la pression de à quoi je vais ressembler. Ouais. Au final, parce que potentiellement tu ressembleras à rien, il y aura plus rien de toi. Oui, peut-être on verra même plus ton visage, quoi. C'est ça. Donc du coup, ça a quand même débloqué des barrières mentales hyper fortes. Et après, c'était plus la curiosité de dire, en fait, comment tu vas m'altérer, à quoi ça va ressembler. Voilà, c'était plus la question du lien et de comment j'allais m'y prendre en termes de processus que d'images finies, j'ai eu l'impression. Et j'ai l'impression que tes portraits abordent des thèmes assez personnels. Je pense notamment au portrait de ta mère. Comment tu te sens en partageant ces aspects personnels à travers ton art ? En vrai, moi, je me suis pas trop posé la question avant de les exposer et de me dire, ils vont les voir. Et du coup, comment ça va être ressenti ? Et d'un côté, en fait, je trouve que les symboliques sont chouettes. Typiquement, le portrait de ma mère, il est recousu et ça veut aussi dire beaucoup. Donc, en fait, non, je trouve ça cool. Et tu vois, typiquement, il y a vraiment un truc hyper drôle avec la famille, c'est que le portrait de mon grand-père, il a été déchiré, mais il a été déchiré par le vent. Enfin, rien à voir avec moi. Je l'ai juste mis à ma fenêtre et en fait, je pense que la pellicule, elle a fini par céder avec les intempéries. Et du coup, je me suis dit que tous les gens de ma famille étaient un peu cassés finalement, mais tous un peu reconstruits. Tu travailles beaucoup autour du temps, de l'effacement et de la transformation des souvenirs. Est-ce que tu penses que ton travail avec ces altérations invite à un certain détachement de l'idée de perfection dans la photographie ? Oui, grave. Enfin, j'espère en tout cas. Il y a des photos qui étaient légèrement floues ou que moi je trouvais imparfaites. Et en fait, c'est aussi ça la photo. Pour moi, c'est juste on capture des moments, on capture des gens. Et en fait, si techniquement c'est pas parfait, on s'en moque quoi. Le but c'est d'avoir des émotions qui sont là, plus que une perfection dans la technique. Comment est-ce que tu as imaginé l'accrochage de cette exposition ? Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Du coup, c'était quand même assez technique, même de penser une scénographie. J'avais en tête les 2 bandes principales qui sont quand même les pièces les plus marquantes de l'expo parce que je voulais recentrer vraiment, enfin qu'on comprenne vraiment le concept que c'est des bandes en argentique qui ont été reconstruites. Il y en a qui sont typiquement la pellicule de concert. On voit qu'il y a des morceaux de scotch dessus, etc. Donc pour moi, c'était important d'avoir des grosses pièces et que même celles et ceux, je pense aux plus jeunes qui connaissent pas trop finalement le médium en argentique, puissent revoir vraiment à quoi ça ressemble directement. Ça permettait d'avoir une série dans son ensemble. Et après, j'ai pensé en termes de série. En fait, une fois que j'avais toutes mes images, à l'aide de certains copains, très bons copains qui m'ont bien aidé aussi, on a essayé de refaire un peu des séries, par type qui se calaient bien ensemble, quoi. Est-ce que dans la disposition de ton exposition, il y a une certaine temporalité ou pas du tout ? Non, ça a été vraiment beaucoup de feeling aussi, de me dire celles-ci, elles vont bien ensemble. Et puis en fait, moi, je cherchais quand même juste à pas trop charger, mais qu'il y en ait assez. Enfin, j'aime bien quand il y a des temps qui respirent ou que c'est un peu
Enfin, j'aime bien les choses qui sont un peu rythmées, notamment la vague un peu du milieu sur la grande bande. Et j'ai essayé de faire un peu ça, d'équilibrer un petit peu quand même, parce que c'est des photos qui sont très chargées. Il y a beaucoup d'informations. Et du coup, voilà, l'idée c'était de réussir à rythmer un petit peu tout ça pour que ce soit lisible. Et du coup, pour revenir sur ta pratique du concert, je voulais savoir aussi, est-ce que tu as une façon de prendre en photo en concert différente de celle des portraits, et pareil pour le processus d'altération? En concert, je travaille beaucoup avec des prismes, avec tout type de choses que je bidouille pour mettre devant mes objectifs, parce que je crois que l'idée de l'altération, elle me parle bien de base. C'est assez distinct quand même du portrait que je fais, qui a plus body positive, etc. Là, je vais vraiment essayer de travailler avec la lumière, et pas la mienne, mais celle qu'on m'impose, et du coup de rajouter un peu moi ma patte, en rajoutant des éléments pour refléter de la lumière, ou l'altérer un petit peu, mais directement à la prise de vue. Et du coup, là, on est vraiment sur de la prise de vue, pas du tout sur de la post-production. Quelle réaction tu espérais de la part des visiteurs face aux portraits de personnes qui nous sont inconnues? Parce que c'est vrai que du coup, dans ton exposition, il y a énormément de portraits, et nous, on se retrouve un peu face à tes images, sans trop savoir qui c'est. Typiquement, rien que sur les photos de mes parents, j'avais hésité, là, ça a fini par être très bateau, papa, maman oui. et tout. mais je m'étais questionnée, est-ce que juste je leur donne pas des prénoms? Et bon, je trouvais ça cool qu'on capte que c'était du coup sûrement une série de mes proches, et c'était la meilleure manière, je pense, d'introduire le propos. Mais non, je trouve que c'est cool qu'on puisse s'imaginer les liens que j'ai avec les personnes en fonction, justement, des explications sur l'altération. Genre, qu'est-ce que ça représente une femme qui est mise dans du thé, ou quelqu'un qui est altéré en concert. En fait, je pense que ça dit beaucoup sur les liens, en fait, que tu entretiens avec les personnes. Est-ce que tu as d'autres projets en rapport avec ce sujet-là, justement, pour plus tard? Oui, en vrai, c'est chouette, ça m'a ouvert plein d'idées, plein de petites portes dans ma tête. Et je pense que du coup, j'ai vraiment envie de tester l'altération en couleur pour les prochaines fois. Ok. Et de sortir peut-être un peu du cadre du portrait, même si je ne lâcherai jamais le portrait. Mais pourquoi pas pour avoir... j'aimerais bien que mon prochain projet soit un petit peu plus engagé politiquement, et avec un petit fond d'écologie derrière. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange et pour nous avoir plongé dans ton univers. Merci à toi. On peut te retrouver où sur les réseaux pour suivre ton travail? Pour l'expo, il y a un Instagram qui s'appelle Tiffany le jour, et dessus il y a tous les liens vers mes autres Instagram. Tiffany la nuit pour les concerts, et Tiffany Trabado M pour le portrait et les mariages. Eh ben, merci encore, et à bientôt sur Westrack. Merci. Votre soirée se déroule tranquillement sur Westrack en musique. Dans un instant, avant de parler du deuxième film Once Upon a Time in Hollywood, qui est en préparation, un troisième film pour Enola Holmes qui vient d'être annoncé, L'été où je suis devenue jolie, une saison 3 qui va clôturer la série, arrivera prochainement sur Prime Video, et puis 3 sorties aussi au cinéma que je vous propose de découvrir tout à l'heure. Ce sera après ces 2 titres, Claude Fontaine, Green Ivy Tapestry, et Honey Glaze avec son titre Dante. Can you hear the voices near?
Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Don't ignore me when I'm asking you a question. Don't change the subject and act like it was never mentioned. Don't raise your voice and interrupt me when I'm speaking. I'm a person too, you know, I've got things to say, I've got fucking feelings. Don't call me up if you're only gonna talk about yourself. Don't take advantage, you know how easily I'm overwhelmed. Don't try and prove me wrong. Don't make me feel like I don't belong when I don't belong. I shouldn't even have to have this conversation. I've spent my whole life avoiding confrontation. Don't raise your voice and interrupt me when I'm speaking. I'm a person too, you know, I've got things to say, I've got fucking feelings. Don't call me up if you're only going to talk about yourself. Don't take advantage, you know how easily I'm overwhelmed. Don't try and prove me wrong. Don't make me feel like I don't belong. When I don't belong. Il est 17h34 à l'écoute de Westrack Radio en ce mercredi 30 avril. On va se tourner vers les salles obscures. Quels films sortent cette semaine ? J'en ai sélectionné 3 pour vous à l'affiche. Et puis des nouveautés. Côté séries et films, ça bouge sur les plateformes de streaming. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste ? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Cette semaine, les salles obscures nous offrent une palette de films variés, allant du blockbuster super-héroïque à la comédie française, en passant par le thriller psychologique. Et on commence par un gros blockbuster très attendu des studios Marvel, c'est Thunderbolts. Le Marvel Cinematic Universe, MCU, revient en force avec Thunderbolts, réalisé par Jack Schreier. Ce film marque une rupture avec les précédents opus, en proposant une approche plus introspective et centrée sur les personnages. L'histoire suit un groupe d'anciens agents gouvernementaux désabusés, dont Yelena Belova, jouée par Florence Pugh, que nous avons pu découvrir dans le film Black Widow. L'histoire suit un groupe d'anciens agents gouvernementaux désabusés, dont Yelena Belova, jouée par Florence Pugh, contraints de faire face à leur passé traumatique après avoir été ciblés par la directrice de la CIA, Valentina Allegra des Fontaines, jouée par Julia Louis-Dreyfus. Le casting réunit également David Harbour, Sébastien Stan, Wyatt Russell, Anna John Kamen et Lewis Pullman. Le film se distingue
distingue par son équilibre entre action spectaculaire et exploration des thèmes de la culpabilité, de la dépression et de la quête de rédemption. Un film qui était très attendu par les fans de Marvel et qui, on l'espère, rencontrera un large succès. Nous n'avons plus aucun héros sur qui compter. Mais quelqu'un va bien devoir nous protéger. Je vous présente un être invincible, plus fort que tous les Avengers réunis, et qui sera bientôt connu comme étant le plus puissant héros de la Terre. Pourquoi un dieu devrait recevoir des ordres de qui que ce soit ? Peut-être qu'il faut que je vous montre ce dont je suis capable. Sentry est devenu incontrôlable et dangereux. Les Avengers ne sont plus là et personne d'autre viendra nous sauver. C'est peut-être à nous de le faire. Nous ? Attends, t'es sérieux ? Ouais, vous. Pourquoi ? Vous avez mieux à faire ? J'adore ce gars. Une comédie française qui sort aujourd'hui, Une pointe d'amour, réalisée par Maëlle Piriou. Cette comédie met en scène Julia Piaton dans le rôle de Mélanie, une avocate atteinte d'une maladie incurable qui décide de profiter de la vie en embarquant son ami Benjamin, joué par Grégory Gadebois, dans un périple vers l'Espagne. Le film d'une durée de 85 minutes est une adaptation de l'œuvre de Geoffrey Enthoven et offre une réflexion sur la vie, l'amitié et l'amour. Benjamin, on est très fiers de toi. Un événement formidable quand même, t'as 30 ans. Je crois que ce que ta mère essaie de te dire, c'est casse-toi d'ici avant que je devienne tarée et que je t'étouffe en pleine nuit avec ton oreiller. Monsieur Chen, vous avez envie d'avoir une avocate contente. Et pour être contente, faudrait que je parte en Espagne maintenant. Mais non, non. Je te présente Lucas, c'est un infirmier spécialisé. Ça, c'est les sondes urinaires. Ah oui, carrément. On est venu avec son véhicule équipé. Attention, c'est fragile ça. On se tourne vers notre dernière sortie dans les salles obscures. À noter Les Linceuls, c'est un thriller psychologique. David Cronenberg revient avec Les Linceuls, un thriller franco-canadien mettant en vedette Vincent Cassel dans le rôle de Karch, un homme d'affaires endeuillé qui invente une technologie controversée permettant de voir les corps de ses proches défunts se décomposer dans leurs linceuls. Le film explore les thèmes du deuil, de la technologie et de la quête de vérité. When they lowered my dead wife into the ground in her coffin, I had an intense visceral urge to get into the box with her. Du côté des plateformes de streaming, ça bouge en ce mois d'avril. Enola Holmes 3 vient d'être confirmé par Netflix. Ils ont confirmé le développement du 3e volet des aventures d'Enola Holmes avec Millie Bobby Brown, reprenant son rôle emblématique de la petite sœur du fameux Sherlock Holmes dans un 3e opus qui sera plus centré autour d'une intrigue sombre et mature, plus mature en tout cas que les précédents opus du 1 et du 2, déjà développés par la plateforme Netflix. Le film sera réalisé par Philippe Barantini. Le tournage a débuté en avril 2025 en Angleterre et à Malte et devrait sortir sur la plateforme en 2026. Enola Holmes s'inspire d'une série de livres déjà existantes dans lequel la petite sœur de Sherlock Holmes mène elle aussi l'enquête. Dans le premier film, elle est à la recherche de sa maman, une farfelue Helena Bonham Carter qui donc représente sa maman qui lui a appris à mener des enquêtes et à se méfier des uns et des autres. Dans le 2e opus, Enola Holmes tombe amoureuse avant une fin un peu surprenante. On espère donc la suite, le dénouement de ses aventures et la suite de cette petite aventure romantique pour la jeune Enola qui va donc grandir dans ce 3e opus. Peut-être qu'il sera le dernier, en tout cas on n'en sait pas plus. D'ailleurs, Millie Bobby Brown est déjà bien occupée puisqu'elle tourne aussi la suite de Stranger Things. Les fans de la série L'été où je suis devenue jolie sont ravis d'apprendre qu'une saison 3 va sortir cet été. Saison 3 qui sortira sur la plateforme Prime Video. Une histoire basée sur les romans de Jenny Han du même nom. La série continue de suivre les aventures de Belly et de ses amis pendant l'été, explorant les thèmes de l'amour, de l'amitié et du passage à l'âge adulte. Belly est une jeune fille qui est actuellement au lycée et qui, depuis son enfance, passe son été
sur la plage de Cousins où elle retrouve les amis de sa maman ainsi que les jeunes Conrad et Jeremiah. Pour Belly, la difficulté est de choisir entre les deux frères. Les 2 premières saisons établissaient ce début de romance et de triangle amoureux. Le 3e opus s'annonce être une clôture de l'histoire. La série s'annonce composée de 11 épisodes prévus pour le 16 juillet 2025. Once Upon a Time in Hollywood, une suite serait en préparation avec la plateforme Netflix. Une suite du film de Quentin Tarantino, centré sur le personnage de Cliff Booth, joué par Brad Pitt, est en préparation pour Netflix, intitulée The Counting Adventures of Cliff Booth. Cette série sera réalisée par David Fincher et écrite par Tarantino lui-même. Des négociations sont en cours pour que Leonardo DiCaprio reprenne son rôle de Rick Dalton. Pour le moment, aucune bande-annonce, pas plus d'informations. Mais les fans de la série sont heureux de savoir que Once Upon a Time in Hollywood verra un 2e opus prochainement. La plateforme de streaming Netflix annonce de nombreuses sorties et renouvellements de séries phares. C'est le cas de Squid Game, saison 3, qui sortira le 27 juin prochain, réalisée et écrite par Hwang Dong-hyuk et produite par Kim Jong-yeon. C'est donc cette série sanglante qui raconte l'histoire de jeux dangereux autour de gains d'argent, des jeux télévisés régulièrement sanglants. La saison 3 s'annonce d'autant plus violente et sortira au mois de juin. Pour les fans de la saison de mercredi, la saison 1, une saison 2 est annoncée pour le 6 août 2025, créée par Alfred Gou, mais aussi par Tim Burton, réalisée par Tim Burton avec Jenna Ortega, qui raconte donc l'histoire de mercredi, ce personnage fictif de la famille Addams. Cette série ne se concentre pas uniquement sur la famille, mais principalement sur mercredi, et une saison 2 est annoncée le 6 août 2025. Elle sortira donc un mercredi. Et puis on le disait tout à l'heure, Millie Bobby Brown est bien occupée avec le tournage de Enola Holmes, mais aussi avec celui de Stranger Things, puisqu'une 5e saison arrive, 5e et dernière saison de la série des Duffer Brothers, Matt et Ross Duffer. Alors, des possibilités de développement d'autres formats sont annoncées pour la suite, ou en tout cas sont en réflexion, non pas avec Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaëtan Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink et les autres, mais plutôt un développement sous format peut-être de comics ou de dessin animé. Pour l'instant, rien n'a encore été annoncé. D'ailleurs, la date de cette 5e saison n'a pas non plus été annoncée. D'ailleurs, des rumeurs annoncent que nous allons recevoir cette semaine, voire même demain, une bande-annonce de cette 5e saison. Nous n'avons pas plus d'informations. Netflix, de son côté, sur les réseaux sociaux et sur ses communiqués, n'a pas encore dévoilé de date de sortie d'une bande-annonce. On attendra donc demain avec impatience. Rumeur ou réalité, on en parlera la semaine prochaine dans le Mag à l'Ouest. On reste bien sûr à l'affût de cette 5e saison qui marquera la fin de cette série iconique. Nous en parlions la semaine dernière, la saison 2 de The Last of Us cartonne avec déjà 3 épisodes de sortie cette semaine. The Last of Us est inspiré du jeu vidéo de Naughty Dog du même nom. Alors inspiré, voire même fortement repris, parce que les mêmes personnages ainsi que les costumes et l'histoire restent les mêmes. Une série post-apocalyptique qui raconte l'histoire de Joël et de Ellie qui tentent de survivre dans une apocalypse de zombies suite au développement d'une bactérie, d'un champignon dans la farine. Le 2e épisode de The Last of Us, intitulé Through the Valley, a suscité des réactions passionnées tant chez les critiques que chez les fans. Cet épisode marque un tournant majeur dans la série avec des choix narratifs audacieux et une mise en scène poignante. On en parle avec, bien sûr, aucun spoiler. L'épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us a suscité de nombreuses réactions,
tant du côté des critiques que des fans. Intitulé Through the Valley, cet épisode continue de développer l'univers post-apocalyptique de la série en introduisant de nouveaux éléments narratifs et en approfondissant les arcs des personnages principaux. L'épisode a reçu un accueil critique globalement positif. Sur IMDb, il a obtenu une note impressionnante de 9,5 sur 10, établissant un record pour la série. Cependant, les scores d'audience sur Rotten Tomatoes sont plus mitigés, reflétant des opinions partagées parmi les spectateurs. Les performances des acteurs principaux continuent d'être saluées. Pedro Pascal et Bella Ramsey, dans les rôles de Joel et Ellie, offrent des interprétations nuancées qui renforcent l'impact émotionnel de cet épisode. Caitlin Dever, introduite dans cette saison, Abby, apporte une nouvelle dynamique avec son personnage complexe. La réalisation de l'épisode, assurée par Mark Mylod, est particulièrement remarquable. Connu pour son travail dans la série Succession, Mylod apporte une tension palpable et une esthétique soignée à cet épisode. Les scènes d'action sont chorégraphiées avec précision et la direction artistique continue à émerger. L'épisode a généré de nombreuses discussions en ligne. Certains fans ont exprimé leur admiration pour la fidélité de la série aux matériaux d'origine, le jeu vidéo, tandis que d'autres ont été surpris par certaines décisions narratives. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de débats passionnés, reflétant l'engagement profond de la communauté envers la série. Je vous invite à faire votre propre avis. Attention aux spoilers qui sont actuellement déversés en ligne. Through the Valley, c'est un deuxième épisode marquant pour la saison 2 de The Last of Us. Chaque épisode est diffusé une fois par semaine. Il faudra donc attendre pour la suite. L'épisode 3 est déjà disponible. Beaucoup se sont étonnés de la puissance de ce deuxième épisode pour un début de saison énormément marqué par des scènes épiques de combat, mais aussi par une forte séance d'émotion avec des performances d'acteurs solides, une réalisation soignée et une ambiance sonore immersive. Cet épisode confirme la qualité constante de la série. Il pose également les bases pour le développement futur, promettant une suite riche en émotions et en rebondissements dans les prochaines semaines. Pour le moment, il n'est pas encore sûr qu'une troisième saison soit développée. En effet, le jeu vidéo est développé en 2 parties. Les saisons pourraient donc se suffire à elles-mêmes, une saison 1 pour le premier jeu vidéo et une saison 2 pour le deuxième, mais il est possible que le deuxième jeu soit coupé en 2 parties par la diversité de ses cinématiques et puis par aussi une intrigue qui commence à se développer pour la suite. Pour ceux qui suivent la série, cet épisode c'est un incontournable. Il illustre parfaitement la capacité de The Last of Us à mêler action, émotion et réflexion dans un univers post-apocalyptique complexe. Et si vous n'avez pas encore vu cette saison, je ne peux que vous inviter à découvrir le premier mais surtout le deuxième épisode. Il restera pour beaucoup marqué donc dans l'histoire de la série. Certains parlent même d'un impact égal à celui des épisodes de primetime de Game of Thrones qui étaient très attendus par les fans à l'époque et surtout souvent suivis de fortes réactions. En tout cas, je vous laisse faire votre propre avis. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous donner vous aussi vos ressentis face à ce deuxième épisode et à ce troisième épisode et on continuera d'en discuter au fur et à mesure des semaines dans le Mag à l'Ouest. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Demain, ce sera le jeudi 1er mai. Il n'y aura pas donc de Mag à l'Ouest, mais on se retrouve vendredi pour un reportage autour du patinage artistique, un ballet qui s'est déroulé la semaine dernière à la patinoire du Havre avec 2 équipes havraises et de nombreuses équipes de France, mais aussi de l'étranger. C'était la Marines Cup. Retrouvez ce reportage à 17h vendredi. Et puis pour bien commencer cette soirée ensoleillée, je vous propose un titre qui nous emmène au Canada. Ton neveu nous chante 10 ans. Je vous souhaite une excellente soirée et puis à vendredi.